Et pas de critique. Donc nous allons reprendre avec la session 2 les ressorts et différentes formes de sélection. D'abord une présentation de Frédéric sur les motivations des acteurs pour s'engager dans la gestion collective. Après, je vous parlerai des différentes formes de sélection participative et on aura deux exemples un peu pour illustrer nos propos et rentrer un peu dans le concret. Avec la présentation du travail réalisé par l'ADEME et celui sur le maïs d'Agroplay. C'est parti. Donc, cette présentation, c'est pour vous donner un aperçu des raisons, des motivations des agriculteurs à s'impliquer dans des groupes collectifs pour gérer des semences, gérer cette biodiversité cultivée. En fait, on a classé en 6 catégories les différentes motivations que je vais vous détailler ensuite, en s'appuyant, en s'inspirant des travaux de thèse d'Idil, j'ai son nom, j'aurais essayé de ne pas l'écorcher, Abourahmane, voilà, Didil Abourahmane, qui a fait sa thèse avec Stéphane Lemarié à l'INRA de Grenoble, dans le cadre du projet européen Solibam. Et donc elle a travaillé un petit peu sur les motivations, qu'on a adapté sa première grille en fonction des contextes des collectifs. Juste pour les citer vite fait, puis après on va rentrer, je vais vous présenter chacune de ces motivations. La première, enfin on a mis la première, mais c'est pas vraiment une nouveauté, parce qu'en fait tout est plus ou moins imbriqué, hein, mais c'est le besoin de variété adaptée pour des systèmes en bio et en faible intrant. Le deuxième, c'est en fait considérer les semences pour un changement de système vers plus de durabilité, vers l'agroécologie et donc l'entrée des semences comme un levier en fait, pour cette reconception de système. Ensuite, la troisième motivation, c'est la stimulation de travail en réseau, de ne pas être tout seul sur sa ferme, mais de faire partie d'un groupe et de tout ce que cela peut apporter. Quatrième catégorie, on a mis ça, la motivation par le processus d'innovation, le fait de travailler avec différents types d'acteurs, de produire, d'innover des choses ensemble. Viennent ensuite les motivations d'ordre éthique et politique, qui sont aussi des raisons pour s'impliquer dans ces groupes, ou qui peuvent être des raisons pour s'impliquer dans ces groupes. Et le dernier point, c'est l'aspect économique. Donc si maintenant on rentre dans la première type de motivation, donc le besoin de variété adaptée pour les systèmes en bio et en faible intrant, le premier constat c'est qu'en agriculture biologique, et c'est vrai aussi pour les agriculteurs en faible intrant, on a des situations environnementales encore plus contrastées qu'en agriculture dite conventionnelle, parce que le fait justement de moins utiliser d'intrants fait qu'on nivelle moins les différents contextes. Donc cette carte a juste une valeur illustrative pour dire qu'il y a des contextes différents et que ces différences s'expriment d'autant plus en conditions bio et faible intrant. Par ailleurs, donc, les attentes des agriculteurs sont assez variées. Alors bien sûr en fonction du contexte de la ferme, donc je viens de parler des conditions agro et climatiques, mais il y a aussi les productions, les cultures de vente, les circuits de distribution aussi de ces produits. Est-ce que c'est de la vente directe? Est-ce que ça part dans des circuits longs, en fonction des choix aussi personnels de l'agriculteur, du développement du secteur bio? Bref, tout un ensemble de paramètres fait qu'il y a les attentes ou les besoins en semences des agriculteurs bio et aussi ceux en faible intrant sont très divers. Et donc cette diversité de demandes va complexifier l'adéquation avec une offre, sachant que l'agriculture bio reste encore à 3-4% des surfaces en agriculture conventionnelle. Maintenant, si on regarde du coup les semences utilisées par les producteurs bio, ça c'est issu d'enquêtes qui avaient été réalisées dans le cadre d'un projet piloté par l'agence bio en 2011. Là, c'est des enquêtes pilotées par le CNIS sur les grandes cultures, donc sur 3 espèces, blé tendre, triticale et févrole. Et donc, les producteurs bio avaient été invités à répondre par Internet à une série de questions. Et ce qui ressortait déjà, c'est que les semences commerciales, donc provenant du marché, correspondaient à peu près à 43% des champs qui étaient
implantées ou semées sur ces espèces-là. Et que 57% correspondent à des semences fermières. Donc semences fermières, j'entends par là des semences commerciales qui sont remultipliées à la ferme, différentes de la démarche de semences paysannes, dont on a parlé déjà avant et dont on reparlera plus après, où il y a un travail de sélection et qui sont pas, la plupart du temps, qui ne s'inspirent pas de variétés commerciales. Donc c'est bien deux démarches différentes qui n'ont pas été séparées là, mais voilà, qui représentent cette catégorie-là. Et là, si on regarde le pourcentage du coup sur les semences achetées, à peu près pour ces espèces-là, on est environ à 70% de semences bio, et donc par dérogation, les producteurs bio peuvent utiliser, quand l'offre n'est pas suffisante, des semences conventionnelles non traitées. Donc là, ça représente à peu près 30% sur ces espèces-là, mais c'est variable effectivement suivant les espèces. Tout ça, donc ça a été, tous ces résultats là, de ces enquêtes ont été publiés dans cet article qui est téléchargeable en ligne. Globalement, les conclusions, c'était que l'offre en semences bio sur le secteur 2009-2012 s'est relativement bien améliorée, avec un taux d'utilisation assez élevé, mais les acteurs ne sont que partiellement satisfaits par cette offre. Elles répondent en partie, mais pas forcément aux besoins, ni à tous leurs besoins, et qu'il y a des besoins de semences mieux adaptées et d'une sélection spécifique. Et ça, c'est vraiment, du coup, ça nous amène à cette première motivation d'agriculteurs qui souhaitent développer, se lancer dans de la sélection pour développer des semences qui répondent vraiment à leurs attentes. Juste un dernier point pour finir sur cette première motivation. Pourquoi est-ce que l'offre n'est pas suffisante ? On a vu avant qu'il y avait une très grande diversité des demandes, des contextes, des agriculteurs, de leurs attentes. Il y a aussi très clairement un manque d'investissement dans la sélection pour l'agriculture biologique, qui s'explique aussi parce que c'est un secteur en développement, mais qui est encore à un niveau assez bas. Il y a peu d'investissements publics, il n'y a pas d'appel à projets nationaux pour soutenir la sélection bio, par exemple. C'est le cas au niveau européen, mais au niveau français, ça n'existe pas. On a déjà évoqué aussi cette question tout à l'heure dans la discussion avant la pause. Il y a un modèle économique à inventer. Aujourd'hui, les ventes de semences bio ne permettent pas de financer de la sélection bio par la sélection privée, par exemple. Il y a aussi dans le secteur classique, formel de production de semences, c'est les droits de propriété intellectuelle et les certificats d'obtention végétaux qui permettent de financer la sélection. Et quand on vend des quantités de semences relativement limitées, comme c'est le cas en bio, ce modèle-là ne marche pas, il ne permet pas de financer, le financement privé ne permet pas de financer la sélection, enfin, en tout cas pas tout seul. Donc ça veut dire qu'il y a un modèle économique à inventer pour développer une sélection vraiment adaptée. Et puis il y a aussi des règles d'inscription qui peuvent être aussi contraindre le type de semence qui est développé et limiter l'accès au marché à des semences qui auraient été sélectionnées spécifiquement pour l'agriculture biologique. Voilà sur la première type de motivation qui peut pousser les agriculteurs à se lancer dans de la sélection. Et on y reviendra après, mais par exemple dans le cas d'Agrobio Périgord, ça a été un des facteurs déclencheurs de cette dynamique-là. Une autre catégorie maintenant, donc ça se rejoint un petit peu, mais pas complètement, c'est de considérer que finalement les semences qui sont à la base des performances du système, à la base de la qualité des produits, un petit peu à la base de tout, finalement par le choix des semences, ça peut être un point de départ pour modifier son système, aller vers plus de durabilité. Et là, je vais revenir sur l'exemple de la veine qui a été présenté tout à l'heure. Probablement, ça va être représenté tout à l'heure, mais dans la dynamique sur les semences, elle a été renforcée en tout cas suite à des sécheresses successives entre 2003 et 2006, et donc où les producteurs se sont réunis avec les animateurs et les vétérinaires pour essayer de trouver des solutions pour améliorer la disponibilité en fourrage. Et parmi les pistes qui ont été évoquées, c'était de diversifier les cultures, diversifier les espèces cultivées, diversifier aussi en cultiver d'autres, comme par exemple le sainfoin, et puis travailler aussi sur la diversité génétique pour avoir une meilleure adaptation,
Voilà, donc du coup, la diversité comme un facteur d'adaptation aux différents changements, et là, en l'occurrence, par exemple, les changements climatiques. Et donc, du coup, le travail sur les semences a été un élément clé pour modifier les systèmes de production et les systèmes d'élevage. Voilà. Un autre exemple vite fait, plus sur CBD et Agrobiopérigord. Donc là, vous avez diversité vraiment de différents types d'épis en blé, n'importe quoi, en maïs cultivé, c'était pour voir si vous suiviez. Et donc, du coup, le fait de travailler en collectif et d'avoir des semences qui n'ont pas une vocation à aller sur le marché, mais plutôt à rester à l'intérieur d'une dynamique, fait qu'on peut innover, à développer d'autres types de semences, des semences avec une plus grande diversité génétique, qui correspondent pas forcément aux critères distinction, homogénéité, stabilité pour l'inscription au catalogue. Et donc ça permet d'innover, de développer des choses radicalement différentes. Voilà, comme ça permet, comme c'est un petit peu illustré ici. Donc ça, c'était les deux premières catégories qui vont finalement, dans un cas, finalement, le manque de semences adaptées pour la bio, ou finalement vouloir modifier ses semences pour modifier son système, on va dire, font que ça va faire démarrer des programmes de sélection qui va prendre différentes formes, comme on va le voir après. Maintenant, si on continue à balayer nos motivations, je suis long, ça. Donc sur une autre catégorie de motivation, je disais, c'était le fait de travailler à plusieurs, de ne pas être isolé sur sa ferme, et donc d'avoir une dynamique collective, comme on n'arrête pas de le dire, développer de l'entraide, du partage de matériel, du partage du travail ou des risques. Donc ça peut être un facteur de motivation de ne pas se sentir tout seul. Et ce fait de travailler en groupe, c'est aussi l'occasion d'échanger sur ces pratiques, de développer des formations, comme là vous avez un exemple. Et finalement, le fait de travailler en groupe va permettre la réflexion et l'évolution de ses propres pratiques, et finalement, ça peut être une porte d'entrée pour passer après vers une évolution de système et revenir sur la motivation 2 qu'on avait juste avant, de se dire finalement, on va peut-être modifier nos semences et notre façon de faire parce que ça va nous permettre d'avoir des pratiques peut-être plus durables, plus agroécologiques. Troisième point lesquels je voulais insister, sur ces motivations, le fait de travailler de manière collective, c'est que ça peut être l'envie d'échanger, de partager avec des gens qui font le même travail, des agriculteurs qui sont par exemple au Brésil, qui cultivent du maïs au Brésil, et d'aller échanger avec eux comment ils font leur sélection, d'aller les rencontrer. Et donc voilà, c'est aussi un facteur de motivation qui peut être force de cohésion et d'implication au sein d'un groupe. Le quatrième, ça je vous embrouille pas trop, donc le quatrième point, il vient généralement un petit peu après, mais c'est finalement la satisfaction de faire partie d'une dynamique, de créer ensemble quelque chose. Et là, je voudrais donner un exemple donc d'un travail sur le maïs, qui a été développé donc, notamment par Agrobiopérigord, mais aussi Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes, dans le cadre du projet européen Solibam, où il y a eu un travail sur la qualité gustative, la qualité organoleptique et sur la qualité nutritionnelle sur des maïs. Et donc il y a eu par exemple des tests de dégustation de la Seda polenta lors de journées pour essayer de qualifier les ressources et de les évaluer pour ensuite pouvoir développer des produits particuliers. Dans cette dynamique-là, il y a plusieurs types d'acteurs qui interviennent. Il y avait des boulangers, des cuisiniers, des paysans, des chercheurs, des consommateurs. Et donc tout ce groupe-là travaille ensemble. Et ce que ça a produit, c'est un résultat un peu original dans le domaine agricole, mais c'est un livre de recettes sur comment on peut cuisiner les différentes variétés développées dans les collectifs, comment on peut les valoriser derrière par des produits de qualité originaux. Voilà. Et donc ça, c'est le fait de travailler tous ensemble sur un projet comme ça, ça peut être une force de motivation, de donner du sens aussi à son travail au quotidien, etc. Voilà, donc un résultat, un livre de recettes. C'est un exemple pour illustrer, mais il y en aurait plein d'autres sur l'innovation collective, on va en donner après aujourd'hui, mais celui-là je trouvais intéressant et assez parlant.
L'avant-dernier point, c'est les motivations d'ordre éthique et politique. Il peut y avoir plein de raisons, là j'ai mis quelques-unes. Ça peut être la volonté de refuser par exemple tout ce qui est privatisation du vivant, l'appropriation des semences par quelques grands groupes semenciers, donc la volonté de vouloir être autonome, de pouvoir conserver ce droit à produire et à multiplier ses propres semences. Ça peut être une recherche d'autonomie du système. Voilà, j'en ai plusieurs. La volonté de vouloir relocaliser l'économie, de développer des circuits courts, des produits locaux, etc. Il peut y avoir plein de motivations différentes, mais qui sont souvent un facteur fort d'implication et de pérennité des collectifs. Dernier point, l'aspect économique. C'est pas pour rien que je l'ai mis en dernier, parce que finalement, s'il n'y a que ça, on constate que les producteurs, s'ils se mettent juste entre guillemets, à refaire leurs propres semences pour économiser de l'argent, ça peut être le cas, mais généralement, ça ne dure pas forcément dans la durée. S'il n'y a pas d'autres facteurs qui interviennent derrière, et petit à petit une évolution, peut-être qu'on peut rentrer en se dire, tiens, on va économiser nos semences en produisant nos propres semences, ça va faire une économie d'intrants, et puis voilà. Mais après, généralement, une fois qu'on met le pied là-dedans, on se rend compte qu'on apprend au travers des autres, comme on disait, par la formation, par l'échange avec d'autres agriculteurs, et puis ça fait évoluer son système, puis petit à petit, on va passer peut-être à la motivation d'eux, à se dire finalement, on peut peut-être changer la façon de faire, de cultiver, diversifier le nombre d'espèces, puis ça peut sensibiliser aussi à certains aspects peut-être plus politiques, Bon voilà, et donc finalement ça peut être une porte d'entrée, mais vite ça peut emmener à faire évoluer sa façon de penser et ses façons de faire. Là je donne l'exemple de Claude qui est présent ici et qui interviendra tout à l'heure pour CBD, voilà. C'est un exemple qui était un témoignage qui était dans l'ouvrage que j'ai remis là, mais qui disait dans son témoignage, tu me diras si c'est toujours d'actualité, mais qu'en gros il avait évalué le fait de produire ses propres semences à une économie d'environ 8 600 € par an sur sa ferme, qui représente environ 50 hectares. Mais par contre, cette économie en intrants, de notre côté, c'est aussi du temps pour produire ses semences, du temps pour le récolter, et donc il évalue à peu près 8 jours de travail en plus, du semis au stockage. Voilà. Donc ça veut dire, économie, on peut le voir ça, mais ça veut dire quand même aussi en face un certain investissement, au moins en temps, sur différents... pour l'implanter, pour les observations, pour la récolte, peut-être aussi pour le suivi de la qualité, etc. Maintenant, cette approche économique, souvent les gens, quand on parle d'économie sur les semences, on raisonne à la parcelle, économie en semences, mais il est important aussi de le voir un petit peu plus globalement, parce que ça peut être aussi faire ses propres semences, faire une sélection de produits vraiment typiques de terroir. Ça peut être l'occasion de développer des produits qui n'existent pas ailleurs et de se démarquer, et d'avoir finalement un créneau commercial un peu typique. Les gens, je pense du piment d'Espelette, l'ont bien compris par exemple. Mais voilà, ça peut être l'occasion de développer autre chose. Là, je donnais tout à l'heure l'exemple des produits à base de polenta ou de maïs. Mais voilà, ça peut être finalement l'occasion de développer des produits qui n'existent pas ailleurs. Et donc, si on regarde que l'économie en semences, c'est pas suffisant. Et ça nous amène au dernier point. Finalement, si on veut vraiment évaluer de manière très objective tout ce que ces collectifs produisent en termes pas que l'économie en semences, mais au niveau environnemental, au niveau social, j'oublie un pan social, environnemental et puis économique aussi, ouais. Si on veut vraiment appréhender tout ce que ça produit, il y a la nécessité vraiment de développer une méthodologie pour cela. On avait prévu de le commencer dans le cadre du projet, on n'a pas réussi à le faire, on n'a pas trouvé d'une part les gens qui avaient les compétences ou les outils pour le faire, et c'est vrai que finalement, en creusant un peu la question, on se rend compte que c'est vrai, on peut faire le parallèle avec l'agriculture biologique. Il y a eu une étude publiée par l'INRA l'année dernière qui a fait couler beaucoup d'encre parce que c'est justement sur les performances de l'agriculture bio, comment les rendre plus performantes. Et finalement, on se heurte au même problème que là, si on veut évaluer la performance de cette gestion collective de la biodiversité, c'est que si on regarde que le rendement à l'hectare ou que des choses comme ça, c'est pas suffisant. Il faut vraiment appréhender tout ce qu'on dit, les aménités positives, ou toutes les externalités, bref, tout ce que ça produit d'un point de vue environnemental, économique et social. Et pour cela, il y aurait des choses à faire et on serait demandeur pour continuer à travailler et à développer ces aspects-là avec des gens qui voudraient nous accompagner.
Enfin, et pour terminer ce point-ci, et ma présentation aussi, finalement, tous ces travaux-là, dans les collectifs, c'est peut-être aussi l'émergence d'une nouvelle économie basée sur des biens communs, voilà, autre que uniquement sur des valeurs marchandes. Et voilà, c'est aussi un facteur à intégrer dans cette approche que l'on pourrait vouloir développer. Et donc pour conclure, je vous les ai présentés une par une. Je vous ai raconté aussi que finalement l'entrée économique peut ensuite amener vers d'autres motivations. Tout ça est imbriqué, tout ça évolue dans le temps. Mais l'idée, c'était de pouvoir quand même mettre en exergue quelques points qui peuvent motiver les acteurs à s'impliquer dans des collectifs et surtout à y rester. Voilà, merci beaucoup.